Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va aller déjà vers un sujet que moi je maîtrise absolument pas, c'est-à-dire le sport. L'entraînement sportif, les sportifs de haut niveau. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Jérémy Roussel. Salut Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, il est entraîneur en Ligue Pro depuis 2008, quelque chose comme ça, en handball, ex-joueur pro aussi. Tout à fait. C'est ça. Enfin voilà, une grosse carrière sportive. Aujourd'hui, tu es le directeur du centre de formation du. Alors faut que je te donne le titre exact. Saran-Loiret Handball. Saran-Loiret Handball. Ce qui fait que là on la joue locale pour une fois dans La Colle. C'est super. On se voit. Je suis en live, en direct avec Jérémy. C'est encore plus intéressant parce que hier soir, il y a eu un match finalement assez important où le club garde ses options pour se maintenir, on va dire. Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu la tension. Mais tout ça c'est intéressant. C'est surtout intéressant parce que Jérémy a commis un ouvrage qui s'appelle Rester confort dans l'inconfort, avec un sous-titre qui moi me plaît, qui dit des pensées pour coacher dans l'incertitude et la complexité. On y reviendra et vous aurez le lien vers les éditions du Volcan qui proposent cet ouvrage. T'en avais déjà fait un en 2014 d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça. Et j'adorais le titre. C'est Recueil de pensées pour coach en mal d'inspiration. Oui, avec le recul, je trouve peut-être un peu pompeux ce titre. C'est vrai. Oui. Tu vois, mais à l'époque, j'avais trouvé pertinent ce titre-là. Ouais, non, en lisant le titre, j'imaginais très bien le coach, c'est complètement désespéré après un match catastrophique, et il se dit mais comment je vais faire quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, Jérémy, tu vois, je t'avais dit, je fais des intros beaucoup trop longues. En quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu ton parcours? Je m'appelle Jérémy Roussel, donc j'ai deux filles de 14 et 12 ans. Je suis directeur du centre de formation du Saran-Loiret Handball depuis l'été dernier. Et avant cela, j'ai fait essentiellement une carrière d'entraîneur professionnel d'équipes de première et deuxième division. D'accord. Masculine et féminine. Donc, j'ai entraîné à Aix-en-Provence, j'ai entraîné à Chartres, j'ai entraîné à Massy, à Aurillac, j'ai entraîné les filles à Metz. Ouais, j'ai pas mal voyagé. Ouais. Avant d'être entraîneur, j'ai été joueur en première et deuxième division également. Ouais. Dans des clubs comme Chambéry, comme Créteil. Notamment. Ouais. Voilà, je suis auvergnat d'origine. Voilà, c'est une région qui me tient. C'est une fierté, monsieur. Oui, complètement. Voilà. Il y a de quoi. Ça participe de mon identité et plus le temps avance, plus j'apprécie d'y retourner. Tu t'y raccroches. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. Voilà, je suis nouveau à la fois sur la région d'Orléans que je découvre.
Et puis nouveau aussi dans la fonction d'encadrement d'un centre de formation, qui n'est pas tout à fait le même métier que d'entraîner. T'as élargi un petit peu. Que d'entraîner une équipe professionnelle. Qu'est-ce qui fait que après une carrière de joueur, tu t'es dit je vais y rester et je vais continuer? Ça s'est joué en amont. Ça s'est joué bien avant. Alors déjà, je pense qu'il y a un peu de conditionnement familial. Parce que mon père, il est maintenant à la retraite, mais il était professeur de PS. Il était aussi joueur puis entraîneur de handball, alors au niveau amateur, mais qui était très engagé, très militant dans le développement de sa discipline. Et je pense que malgré moi, ou sans m'en rendre compte, j'ai un peu suivi ce pas-là. Donc assez tôt en tant que joueur, j'ai eu envie ouais, tu t'y intéressais, quoi. Voilà, je m'y intéressais, j'avais besoin de comprendre, je posais des questions, je saoulais régulièrement mes entraîneurs aussi. Donc ça, c'est une chose. Et puis j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, qui repose sur rien de scientifique, mais je pense que c'est Cyrulnik qui dit dans toute vocation, toute vocation est un aveu autobiographique. Et je pense que pas mal d'entraîneurs le deviennent parce qu'ils ont pas tout à fait accompli tout ce qu'ils pouvaient faire en tant que joueur, et donc ils vont peut-être chercher ils ont envie de pousser les curseurs. C'est ça. Donc je pense que c'est le cas aussi des préparateurs physiques, parce je pense qu'on retrouve pas mal chez les préparateurs physiques, on retrouve pas mal de personnes qui peut-être ont eu un pépin physique à un moment donné qui leur a stoppé leur carrière, et pas mal aussi chez les préparateurs mentaux qui à un moment donné peut-être ont rêvé d'accomplissements sportifs de haut niveau, mais qui ont été bloqués par peut-être une faiblesse. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais des blocages psychologiques, et donc qui vont chercher peut-être dans la recherche en psychologie ou dans la préparation mentale des moyens de comprendre ça. À la base, le handball, c'était, comment c'était tombé dans le handball, dans la marmite du handball? Le handball, oui, c'est un sport moi allemand. Je suis alsacien, mon gars, donc effectivement handball pour moi c'est allemand, et donc voilà. On me pose souvent la question, c'est pas moi qui ai choisi la discipline, c'est la discipline qui m'a choisi. Puisque mon père faisait du handball, et très tôt il m'emmenait partout dans ses déplacements, au bord des terrains, sur ses entraînements. Ouais, mais c'est pas une question con, hein. C'est que ça veut dire que tu t'es construit avec ton père. Typiquement, on peut se construire contre ses parents. Oui. Non, mais j'avais pas de raison de. Non, mais je sais pas, je pose la question. Non, j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents très très bienveillant, et un père surtout qui m'a amené partout avec lui. Voilà, j'étais pas un boulet pour lui. C'est pas... Ben voilà, Monsieur Roussel, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et alors après aussi, ce qui est intéressant, c'est cette logique de reconversion. Alors c'est peut-être plus vrai d'ailleurs pour les joueurs de handball, c'est que tu fais pas forcément fortune en étant même joueur pro de handball. Donc forcément tu dois préparer l'après. T'es passé sur les bancs de Sciences Po à un moment. Voilà, comment tu l'as pensé, comment tu l'as vécu? Pareil, très tôt, parce que même en tant que joueur, j'ai parfois eu des moments difficiles où, et très tôt j'ai eu besoin de penser à ma reconversion. Qu'est-ce qui se passe après, et même sans parler de ça, j'avais besoin de me nourrir d'autre chose que de l'entraînement, que du sport. Ouais. Donc bien qu'étant encore joueur professionnel, au début de ma carrière, j'ai continué un peu les études. Après, j'ai fait un peu le pigiste ou le correspondant local de presse dans des quotidiens régionaux. Non, mais ce qui explique que t'as une plume, t'as un début de plume. J'ai trop de respect pour les écrivains que je lis pour pouvoir l'affirmer. Mais en tout cas, j'ai une curiosité. J'aime ça. Ouais. Là aussi, j'ai pas beaucoup de mérite. J'ai des parents enseignants, donc caricature d'enseignants, Télérama sur la table basse, France Inter en fond sonore, et donc voilà, j'étais baigné dans un lieu où la culture était c'était important. Ouais. D'accord. Alors ça c'est plus, ça n'a pas grand chose à voir avec le sujet, mais c'est plus moi, ma curiosité. T'as énormément bougé, t'as une vie de famille. Comment on fait pour bouger aussi souvent?
tu vois, tu parlais de ces 2 filles, hein, oui, c'est ça? Oui. Je suis pareil, moi j'ai 2 filles. Elles sont un peu plus vieilles, donc bienvenue au club d'ici quelques mois, tu vas voir, ça commence à charcler un petit peu. Mais justement, comment on fait pour trimballer sa famille comme ça? C'est une profession impactante pour la vie de famille. Ouais. Ça c'est une certitude. Pendant longtemps, pendant un certain temps en tout cas, la famille m'a suivi. Et puis arrive un moment où les filles grandissent, elles ont besoin d'un ancrage, elles ont des activités, elles ont des copines, et ça devient plus du tout pertinent de les emmener avec moi. Voilà. Et tant que je fais ce métier maintenant, peut-être qu'il vaut mieux que après t'es un peu posé là, non? Je sais pas. Je sais pas. Attention. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est un peu tôt pour savoir si je vais m'ancrer durablement à Orléans ou pas. Je sais pas. D'accord. Et puis de toute façon, il y a une grande carrière d'auteur peut-être qui s'ouvre. En tout cas, enfin voilà, je recommande à tout le monde de vous plonger dans ce bouquin, parce qu'il y a un truc que moi j'adore, c'est que des citations, il y en a, je sais pas combien, tu les as comptées ou pas? Il y en a combien? Je crois qu'il y en a un peu plus de 700. Un peu plus de 700. Voilà. Alors ça va faire sourire mes étudiants s'ils nous écoutent, parce que moi je suis un fan de citations. J'aime bien réfléchir. Je trouve que c'est une base de réflexion intéressante. Et alors justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit tiens, je vais écrire un bouquin? Moi je suis toujours admiratif de ça, des gens qui arrivent à arrêter de procrastiner pour arriver à sortir un bouquin. Oui, il y a deux aspects. Il y a la procrastination, c'est-à-dire qu'on peut avoir c'est pas facile à dire. Ah non, je confirme. On peut avoir le désir j'imagine qu'on est un certain nombre à avoir eu envie d'écrire un livre. Donc c'est déjà de s'y mettre, et puis après c'est dépasser une certaine pudeur. Quand on a lu beaucoup de livres d'auteurs de talent, on a pas envie d'y aller parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais apporter clairement, qui je suis pour faire ça. Clairement. Et puis on y va, et puis voilà. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est comment dire, un moment particulier où je me fais virer d'un club, le club d'Aix-en-Provence, ce qui arrive dans le métier d'entraîneur. Je sais plus qui disait, il y a 2 types d'entraîneurs, ceux qui ont déjà été virés et ceux qui le seront. Voilà. Donc je me retrouvais avec 3-4 mois devant moi, avec pas grand-chose à faire devant moi. Donc et il se trouve que depuis de longues années, je lis avec un stylo. C'est-à-dire que je peux pas lire sans. Tu prends des notes. C'est-à-dire que je lis, et puis quand je tombe sur des passages qui me parlent, qui me touchent, qui peuvent servir ou pas d'ailleurs ma fonction, je les note. Ok. Et je m'étais retrouvé avec des notes conséquentes, et je me dis qu'est-ce que je peux bien faire de tout ça. Et donc l'idée, elle est venue elle est venue là, à la fois un moment où j'étais disponible pour le faire, et puis ces notes là. Alors ouais, ok, je comprends. Après, tu prends un angle qui est bien particulier. Alors, c'est un constat. Aujourd'hui, c'est un peu un constat tarte à la crème, mais ça le reste, qui est un monde d'incertitude et de complexité Est-ce qu'il s'est complexifié? Je ne sais pas. En tout cas, il est complexe, ça c'est une certitude. Avec le monde qu'on qualifie de VUCA, etc. Donc déjà, tu prends toi cet angle-là pour faire ce parallèle entre ton expérience et cette réalité à laquelle tout un chacun est confronté. Oui, alors, mais ce terme de monde VUCA, je l'ai découvert récemment. C'est-à-dire que à la faveur d'une formation que j'ai fait à Sciences Po, j'ai découvert cette nouvelle grille de lecture. Ouais, pour moi, ça a été une grille de lecture. Pour ceux qui connaissent pas, parce que j'ai plus en tête là. Ouais, c'est le V de volatilité, le I de incertitude, le C de complexité, et le A de ambigu.
Voilà. VUCA. Donc c'est un terme qui à la base vient des militaires, des Marines, je crois, qui utilisaient ce terme-là pour qualifier des terrains d'intervention particulièrement hostiles et difficiles à anticiper. D'accord. Et ça a été repris par l'économie maintenant. Et c'est un terme qui circule. Et donc moi quand j'ai pris connaissance de ce terme-là, je dis mais ça qualifie complètement mon métier en fait. Voilà, parce qu'il y a une dimension contingente assez importante dans le métier d'entraîneur professionnel. Les résultats par essence sont aléatoires, donc incertains. On gère des équipes avec des humains qui sont pas toujours consistants. Il y a des ambiguïtés dès lors qu'il y a des enjeux personnels et des enjeux collectifs, dès lors qu'il y a des rapports de hiérarchie, il y a nécessairement de l'ambiguïté. Et donc voilà, ce terme, en tout cas, j'ai immédiatement fait un parallèle entre ce terme qui qualifie le monde actuel. Et je pense que là, ce qu'on vit actuellement entre le Covid, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, ça rend le monde un peu. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est difficile d'anticiper. Clairement. Alors il y a c'est un peu à la manière d'un dictionnaire, d'ailleurs ton bouquin. Si dans les premiers termes, tu vois, il y a action, ambition, authenticité, changement. C'est quoi les grands messages que toi t'as envie de faire passer aujourd'hui, en tout cas les grandes leçons que toi t'as apprises? Les grands messages. Alors je n'ai pas la prétention de faire passer des grands messages, mais attends, mais à un moment, t'as quelques heures de vol. Ça, non, mais ça justifie pas mal de trucs. Ouais. Le grand message, c'est que c'est un métier où on est en tension permanente entre des forces contradictoires. À la fois on doit permettre aux singularités de s'exprimer, mais en même temps installer un cadre collectif, créer une tribu. Donc entre l'individu et le collectif, on est tiraillé. On doit à la fois obtenir des résultats immédiatement, mais préparer aussi l'avenir. Donc, et ça c'est forcément un peu contradictoire. On est soumis à une injonction paradoxale. Exactement. On doit être authentique. Affirmer des convictions, assumer des convictions, et en même temps être agile, être souple, être capable de s'adapter. Donc on est soumis à, et je pense que l'entraîneur comme le manager de toute entreprise est soumis à ces tensions-là, et que donc trouver la stabilité dans tout ça, c'est pas toujours évident. Et donc puisque les points d'ancrage sont difficiles à trouver au sein de ces équipes, sont difficiles à trouver aussi géographiquement. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas mal bougé. Le métier fait que on choisit pas toujours l'endroit où, des fois non. Voilà, ou quand on a choisi, après les aléas font qu'on est obligé de partir. On n'a pas d'ancrage géographique, et donc l'ancrage il est à trouver en soi, dans la définition de ses valeurs, en se créant une éthique personnelle, et qu'il est important de développer un ancrage fort personnel pour pouvoir justement surfer sur ces vagues un peu instables. Voilà. Il y a un épisode de la colle, on en a parlé d'ailleurs juste avant d'enregistrer avec Olivier Fournoux, qui est chercheur à Télécom Paris, qui s'appelle Le Manager ce héros. C'est l'épisode 59, vous pourrez aller voir, justement, où il parle des injonctions paradoxales qu'il peut y avoir chez les managers. Et là on est en plein dedans, effectivement. Ouais, j'ai écouté cet épisode-là, et j'ai apprécié beaucoup une phrase là où il parle de leadership. Alors il y a plein de manuels, évidemment que j'en ai lu quelques-uns, et que quelques punchlines se retrouvent dans le livre, mais il y a plein de manuels qui vous donnent comment devenir un leader en 10 étapes, les 5 clés pour être un manager efficace. Il y a un peu des titres putaclic. Voilà. Et lui, il dit une chose très intéressante, et pour lequel j'adhère complètement, où il dit qu'il n'y a pas de recette de leadership. Par contre, il y a des compréhensions du contexte qui permet d'assumer un leadership. Je crois que c'est quelque chose qu'il dit à peu près comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de recette. Par contre, bien comprendre le contexte dans lequel on peut exercer ce leadership est important. Comment tu fais quand tu as une équipe face à toi,
justement pour... Enfin, allez, truc putaclic. C'est quoi les 5 clés pour justement résoudre cette injonction paradoxale entre j'ai des individus et je dois avoir un collectif? Oh là là, ça c'est... Ah bah ouais, mais mon gars, il faut y aller. Non, mais j'ai pas... Alors 5 clés déjà, je sais pas si je vais en trouver 5. Allez, la connaissance de soi, pas forcément dans cet ordre, hein, mais bien se connaître. La connaissance de l'écosystème dans lequel on agit. Alors l'écosystème, ça va être qui sont les joueurs de mon équipe, qui travaillent avec moi au sein du staff, quels sont leurs enjeux personnels. Connaître leur agenda, Voilà. Connaître la gouvernance aussi. Oui. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui les motive? Quelles valeurs ils souhaitent? Quelles valeurs ils portent sans que ce soit forcément. Essayez d'entendre ce qui n'est pas dit. Et aussi que tout ça s'insère dans un monde. On a parlé du monde VICA. Qui inconsciemment ou pas imprègne les esprits quand même, colore les esprits. Voilà. Essayez avec tout ça de tirer une ligne directrice. Après, je pense que je suis de ceux qui pensent que les passionnés sont passionnants. Donc si on a des convictions fortes, il faut et qu'on est sincère avec ça, on peut embarquer les gens. Donc moi au fil du temps, j'ai développé une idée du jeu. J'ai essayé de me poser des questions sur pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'aime ce sport, qu'est-ce que j'aime dans ce sport, pour après convaincre mes équipes que jouer d'une certaine façon, se comporter d'une certaine façon, à la fois c'est bien pour tout le monde et en même temps ça crée du désir. Alors, c'est quoi que t'aimes dans le handball? Je parlais de sport en général, de sport collectif en général. Quand j'assiste à un match de sport collectif quel qu'il soit, j'aime la compétence technique, j'aime la maîtrise technique, j'aime le beau geste. Le beau geste. Alors pas le beau geste pour le beau geste, bien que des fois mais le beau geste qui allie esthétique et efficacité. J'aime voir qu'il y a de la maîtrise, quoi. Il y a de la maîtrise, les mecs c'est des pros, quoi. Que ce soit au niveau individuel, sur la maîtrise technique individuelle, mais aussi sur la maîtrise collective. J'aime voir, si je vois un match de foot, j'aime voir un super contrôle enchaîné avec une frappe précise. J'aime un enchaînement de passes. Voilà, j'aime sentir la maîtrise. J'allais dire artistique, mais c'est plutôt de l'artisanat. C'est de la maîtrise maîtriser son métier. Voilà. Ça, c'est la première chose. La vitesse fait partie maintenant du spectacle. Cette maîtrise-là s'exprime à une vitesse très importante. Le combat. Voilà, alors le handball est un sport collectif de combat, mais c'est le cas aussi du rugby. Le basket peut-être un peu moins, bien que ça, il y a de l'engagement, quoi, de voir que il y a du combat. Pour toi, le handball c'est un sport de combat? Ah, c'est un sport collectif de combat. Oui, il y a du sans combat. Le combat dans le sens où il y a de l'affrontement physique, il y a de l'affrontement physique, oui, évidemment. Voilà, et puis après, le partage d'émotions, des joueurs qui sont capables de transmettre une émotion. Voilà. Et donc, tout ça, on fait un check et on y va. Comment on fait pour se relever d'une défaite? Et comment on fait pour gérer une victoire? Parce que c'est les deux outcomes, c'est les deux conclusions qu'il peut y avoir à un match. Il y a des défaites qui sont plus difficiles à digérer que d'autres. Il y en a qu'on digère plus facilement que d'autres. Mais l'avantage d'avoir déjà échoué, c'est qu'on sait qu'on s'en remet. Tu peux survivre. Voilà, tu peux survivre. Je sais plus qui disait quand tu perds, ne perds pas la leçon. Bon, essayez dans un premier temps de dépasser un peu l'émotion pour tirer des faits. Essayer de comprendre factuellement pourquoi. Donc il y a des datas maintenant, mais qui permettent de tirer quelques conclusions objectives. Et à partir de là, trouver des axes de travail pour passer à la suite. Après, il y a des défaites
où il n'y a pas du tout à rougir de la défaite. Il y en a d'autres qui sont un peu plus honteuses, parce que si tu perds en ayant joué comme tu es, en ayant pratiqué le jeu que tu voulais pratiquer, en ayant fait ce qu'il faut, bon ben c'est le sport. Hein, à la fin, il y a un gagnant, un perdant. Si tu perds en n'ayant pas mis les ingrédients habituels, c'est là où c'est un peu plus difficile. Et alors, comment on gère une victoire au-delà de la célébration? Je pense que, alors pendant longtemps, je faisais un peu la fine bouche sur les victoires. J'avais un peu trop tendance à penser que les défaites étaient absolument anormales. Donc je marquais le coup de manière parfois un peu trop violente, et que les victoires étaient normales. Je pense qu'il faut prendre un temps pour savourer chaque petite victoire. Chaque moment positif, il faut prendre le temps de les verbaliser, et de marquer le coup. Alors sans faire des beuveries incroyables, évidemment. C'était pas du tout à ça que je pensais. Il faut prendre le temps de se féliciter quand on fait du bon boulot. Ouais. Et ensuite, alors c'est une phrase là aussi, je vais sortir encore une citation. Non, mais c'est bien, moi j'adore. Mais c'est un truc zen. C'est avant l'illumination, porte de l'eau, coupe du bois. Après l'illumination, porte de l'eau, coupe du bois. C'est-à-dire que tu gagnes, tu perds, ne change pas tes bonnes habitudes. Voilà. Ok. J'aime bien. Mais j'aime bien aussi. Ouais. J'aime bien cette phrase. Après tu l'as dit, une équipe est une somme d'individus. Des fois, il y a des individus plus faciles à gérer que d'autres. Et dans des équipes, tu peux avoir des superstars ou peut-être parfois même des divas. Comment on fait pour et c'est vrai, enfin tu peux en avoir dans les entreprises, etc. Hein, le parallèle il est même pas à faire, hein, il est juste immédiat, hein. Par rapport à tout ce que tu dis, tu vois, il y a plein de choses qui résonnent par rapport à ce que moi je peux vivre ou ce que j'ai vécu. Donc par exemple, voilà, dans ton équipe, t'as un attaquant superstar, t'as celui qui fait la préface de ton bouquin, donc Nicolas, j'arrive jamais à prononcer leur nom de famille, hein, aux frangins là. Karabatic. Donc à noter, hein, quand même, c'est pas une préface d'un illustre inconnu, hein, ça pèse quand même. Tu nous raconteras comment c'est venu, mais voilà, quand t'as des joueurs qui pèsent un peu, comment on gère ça pour pas que ça détruise le collectif, mais qu'au contraire ça le pousse? C'est un équilibre, et donc des questions à se poser. Alors avoir dans son équipe un très bon joueur qui se comporte super bien, c'est facile à gérer. Ouais. L'inverse, c'est facile à gérer aussi. Quelqu'un qui est pas bon et qui se comporte c'est très facile. Oui. C'est assez immédiat. Voilà, là où c'est plus complexe, et là où la fonction de manager elle est importante, ouais, c'est quand il y a du talent individuel, mais qui est parfois un peu contrebalancé par une difficulté à se comporter correctement en équipe. Et parce que son talent, l'équipe en a besoin, par contre ses comportements un peu déviants, l'équipe en a moins besoin. Et comment on arbitre ça régulièrement? Et malheureusement, souvent les talents, les génies, c'est pas les personnes les plus faciles à gérer dans un cadre collectif. Donc il faut convaincre l'équipe dans l'ensemble d'accepter d'avoir une certaine souplesse vis-à-vis de la singularité de ces joueurs-là, parce que ce qu'il va amener pour la performance de l'équipe va largement compenser ça. D'accord. C'est-à-dire que t'es pas du tout sur une position où tu te dis, finalement, s'il joue vraiment pas assez collectif, le collectif gagne à ne plus l'avoir. Oh, je parle pas de jeu collectif là. Moi, je parle d'attitude. C'est-à-dire qu'il y a la performance, les qualités techniques du joueur, et puis ses compétences relationnelles aussi. Ouais. Donc, voilà. Et des fois, on n'est pas au même niveau. On peut avoir des qualités techniques exceptionnelles pour un joueur et des compétences relationnelles un peu moindres. Je suis pas sûr qu'il y ait de recette, mais c'est en parler en tout cas. Voilà, en parler. Alors moi j'ai été complètement secoué dans mes certitudes en voyant la série documentaire The Last Dance sur Netflix, sur les Bulls, et
voilà la gestion de Phil Jackson du cas Rodman, qui fait des dingueries absolument incroyables, et sa magnanimité, la manière dont il gère ça calmement. Voilà, il fait des choses qui sont absolument Rodman dans cette séquence, il fait des choses qui sont absolument impossibles dans une équipe. Et en fait, l'équipe avait admis qu'il était un peu fada, mais que ça valait le coup. Voilà, mais que ça valait le coup de fermer un peu les yeux ou d'accepter un peu pour aller au bout du titre. Donc voilà. Mais ouais, tiens, je mettrai le lien aussi vers le documentaire, c'est effectivement intéressant. Aujourd'hui, dans ta position, tu es aussi sur l'accompagnement des jeunes et de la formation des jeunes. Et moi, il y a un sujet qui me semble primordial, justement dans ces jeunes années, c'est d'arriver à construire sa confiance en soi. Là aussi, Monsieur Roussel, c'est quoi les 5 trucs pour construire sa confiance en soi? J'adore la question. Non, mais c'est des concepts tellement la confiance. C'est quoi ta conception tu vois, c'est vraiment ça. Je le dis vraiment de manière complètement transparente. C'est une question à la con, quoi. Les 5 clés pour construire sa confiance en soi. Mais toi, déjà, comment tu l'appréhendes, la confiance en soi? Déjà, elle se gagne, la confiance. C'est-à-dire qu'elle se construit. C'est pas quelque chose qu'on se transmet comme ça. Elle se construit, elle se gagne patiemment. Elle se gagne dans la certitude d'être compétent. Et ça peut être long, hein. Ça peut être long alors quand on est entraîneur. Mais comment tu y arrives à cette certitude-là? Alors certitude, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas le sentiment d'être compétent et légitime dans son domaine. Quand on est entraîneur, on a je pense que beaucoup de managers, qu'ils soient sportifs ou pas, passent par cette phase-là qui peut durer quelque temps où on doute de sa légitimité. C'est le syndrome de l'imposteur, hein. Ouais, dire. Ouais. Et donc il faut du temps avant de dépasser ça. Et ça passe par des épreuves, ça passe par se former, ça passe par réfléchir aux situations. Ça passe par un long temps à la fois de prospection et d'introspection, je pense. Et après, pour les joueurs, je pense que c'est quelque chose à aller chercher. La confiance, en tout cas, que doit développer un joueur pour performer durablement. Elle se construit dans l'effort. Et tu vois, allez, on va dire, on va faire un business case. T'as une équipe qui performe, imaginons, mais dans le tas, t'as ton joueur phare qui doute, parce que les 3 derniers matchs, il les a complètement chiés. Excuse-moi du terme, mais c'est le seul qui me venait là. Et donc il doute, il perd sa confiance. Justement, il dit quoi, le coach? Et je pense qu'il le prend. Enfin, je pense le prendra pas, échanger, l'écouter. Ouais. Essayer de comprendre. Ce qui se cache derrière, ou ce qu'il y a derrière ces contre-performances, ou derrière ce moment de doute. Ça peut être lié à 100% à son sport, ça peut être lié à des problèmes plus personnels. Essayer de voir s'il y a des choses sous-jacentes, et puis le ramener à de la rationalité, c'est-à-dire que le ramener à des choses factuelles, lui rappeler ce qu'il a fait de bien, lui permettre aussi de relativiser. Dans une saison, dans une carrière, c'est jamais linéaire. Il y a toujours des hauts et des bas, des petits hauts, des petits bas, parfois des écarts plus importants. On va essayer de relativiser ça, et puis lui faire prendre conscience aussi de son dialogue interne. Dans ces cas-là, on a tendance à un peu fonctionner en boucle sur son échec, sur ses échecs, à ruminer. Essayer de faire prendre conscience de ça, là, qui tue un petit peu cette petite voix qui le tire vers le bas, et puis lui faire des entraînements où il répète, où il retrouve un peu de sensation. Passer de la réflexion à la sensation. Dans les citations, t'en as une d'Arsène Wenger qui dit un entraîneur est un réducteur de temps de crise.
Oui, Wenger fait partie de ces personnages qui anoblissent la fonction. Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais tendance à m'agacer et à transmettre des émotions négatives dès lors qu'il y avait un problème. Un joueur qui se blesse, quelque chose qui n'était pas prévu. Mais c'est justement la raison d'être de l'entraîneur, d'être là quand ça va moins bien ou quand il y a des problèmes, et faire en sorte que ces problèmes n'en soient rapidement plus vraiment un. J'ai juste réglé un problème de fil, si vous avez entendu, cric-crac Kodak, voilà. Excuse-moi. Est-ce qu'on doit là aussi, tu vois, sur le lien d'une équipe, est-ce qu'on doit forcément être copains? Est-ce qu'on doit s'aimer? Comment on fait pour créer cette cohésion d'équipe, pour créer, tu vois, le 1 + 1 = 3 Alors, il n'est pas nécessaire. C'est Onesta, pareil, je vais continuer avec mes citations, mais Onesta qui avait cette phrase et que je trouve limpide. Il n'est pas nécessaire de bien s'aimer pour bien faire ensemble, mais bien faire ensemble permet de mieux s'aimer. Mmh. Je crois pas qu'on construise la cohésion d'une équipe ou un état d'esprit à toute épreuve dans un séminaire d'une après-midi ou même de plusieurs jours. C'est quelque chose qui se construit dans le temps. Mmh. Je pense qu'il faut une ambition commune, évaluer le prix à payer pour aller au bout de cette ambition. Mmh. Il faut aussi réussir à définir quelques valeurs qui fédèrent ou qui vont correspondre à l'équipe, pas beaucoup, hein, quelques-unes, et les définir concrètement, c'est-à-dire OK, la solidarité par exemple, mais ça veut dire quoi chez nous concrètement? C'est quoi être solidaire dans notre équipe? C'est pas juste des mots lancés en l'air. C'est définir à la fois une identité de jeu et un état d'esprit qui va être matérialisé par des valeurs et des manières de se comporter ensemble. Et ça, à définir en amont de toute pression. Et ensuite, le rôle... C'est l'heure de ta pilule, Jérémy. Et ensuite, je pense que c'est le rôle du coach d'arbitrer ça, pour de faire ça bien en amont et ensemble, c'est-à-dire de co-construire ces choses-là. Condition que le groupe soit suffisamment mature pour faire ça, mais le fait il est bien que ceux qui vont devoir appliquer certaines règles co-construisent ces règles, définissent ces règles-là. Mmh. Je pense qu'ils y adhèrent d'autant plus facilement. Donc le fait de définir ce cadre-là, je dis bien le cadre de jeu, le cadre de comment on se comporte ensemble, où on veut aller, comment on va s'y prendre, le fait de définir ça en amont, loin de toute pression, permet le jour où ça va moins bien, parce que dans une saison il y a forcément des moments où c'est un peu plus ces temps de crise dont parle Wenger, d'avoir gardé ça permet de ramener tout le monde, dire OK les gars, mais souvenez-vous ce qu'on s'est dit au mois d'août, là on y est un peu moins, revenons à ce qu'on a défini et décidé ensemble et vous allez voir, ça va aller mieux. Alors je sais pas si elle est dans le bouquin, mais je crois que c'est Aimé Jacquet qui avait eu cette phrase après 98, qui était alors je vais essayer de m'en souvenir et de la dire correctement. Ils n'ont pas été heureux parce qu'ils ont gagné, ils ont gagné parce qu'ils étaient heureux. Oui. C'est-à-dire qu'à la base, le collectif qu'ils avaient su créer et où ils étaient heureux d'être ensemble et de jouer ensemble et d'être sur ce projet commun que tu évoques, c'est ça qui les avait fait surperformer. Oui, l'enthousiasme précède la victoire. Ouais, c'est beau ça. Il faut être enthousiaste pour pouvoir. Je sais pas si c'est beau, mais c'est ce que dit Jacquet là. Mais ouais. C'est-à-dire qu'il faut être enthousiaste, content d'être ensemble, content de faire ce qu'on fait à cet endroit-là pour espérer gagner. Et en même temps, les victoires, elles nourrissent aussi cet enthousiasme. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que on parlait Mondvika, Vuka, etc. On en a quand même pris plein la gueule. Les managers autant que les autres. Et moi, c'est une des remarques que je me suis faite dans les tout premiers temps du confinement, parce qu'on a passé toute l'école en distanciel, etc. Et tous les matins, tu vois, on se retrouvait sur Google Meet pour prendre le café ensemble.
Et la vache, il fallait communiquer de l'énergie, quoi. Enfin, en tout cas, dans ma position, et c'est comme ça que je le voyais, j'essayais de maintenir cet enthousiasme et d'être sur cette logique de communication d'enthousiasme, pardon. Mais c'est épuisant. Alors, j'ai pas l'expérience que tu as dans le management par écran interposé. Ouais, bah oui. C'est plus difficile de jouer en mode. Non, je pense que c'est plus difficile de transmettre de l'enthousiasme ou une quelconque émotion sans une présence physique. Je pense que la transmission d'émotions, elle est liée aussi à la présence physique. C'est pas faux. Ouais. Par écran interposé, c'est en tout cas beaucoup plus difficile. Mais même comment tu fais, tu vois, pour maintenir ce niveau là d'enthousiasme. Quand t'es le manager, quand t'es l'entraîneur, quand t'es le coach, enfin, c'est à toi de maintenir les niveaux, quoi. Et puis, bah, dans ta vie, des fois ça va pas bien, des fois il pleut, enfin, tu vois, des trucs. Exactement. Et puis des fois on est nul, hein. Des fois. Oui, aussi, en plus. Des fois on est pas bon, quoi. Des fois on n'a pas réussi, on n'y arrive pas. Mais, en tout cas, j'ai pris conscience j'essaie de prendre conscience de mon arrière-plan émotionnel. Je sais plus qui disait, il faut toujours marcher 2 pas derrière soi. Tu vois, et on est vraiment synchrone. C'est Aziz Djendli que j'ai eu comme professeur à page 198 à Sciences Po. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est prendre conscience le manager. Il a une responsabilité essentielle dans l'atmosphère de l'équipe. Je suis maintenant complètement convaincu de ça. J'avais pas conscience de ça, mais son attitude, ce qu'il va dégager, va être contagieux vis-à-vis de son équipe. Donc si on est enthousiaste, l'équipe a plus de chances de l'être. Si on est agressif, énervé, l'équipe a plus de chances de l'être. Et donc prendre conscience de son mood du jour, c'est important avant d'agir. La qualité d'une intervention, elle dépend beaucoup du climat intérieur clairement de la personne qui. Et puis je pense que tu passes, enfin c'est là aussi c'est une tarte à la crème, mais en termes de communication, il y a plein de trucs qui passent hors des mots, c'est-à-dire ton attitude physique, enfin voilà, ton visage. Et si donc tu n'as pas cette paix intérieure, cet enthousiasme réel à l'intérieur, ça va sonner faux. Et à contrario, ça va avoir l'effet complètement inverse. Ça a dû m'arriver de parler de sérénité en brangeant les angles ou en trépignant. Donc le message, il a pas dû passer. Les gars, on va être serein aujourd'hui, ok? Bien compris. De parler d'être calme en étant frénétique. Donc bon, c'est prendre conscience de ça. Ce qu'on dégage a plus d'importance que ce qu'on dit. Ouais. Il y a un truc aussi qu'on voit. On parlait d'injonction, une injonction à l'innovation, à la créativité. Très vrai dans les entreprises, et il y a une partie là-dessus dans ton bouquin. Alors déjà, moi, ma première question, c'est est-ce qu'on peut être créatif quand on joue au handball? Quoi? Tu me regardes, genre j'ai trouvé un truc, mais je sais pas, c'est une vraie question que je me pose, en tout cas. Et derrière, justement, comment on favorise ça, comment on le pousse? Alors une de mes phrases préférées, c'est la créativité se nourrit de contraintes. Ouais. Et j'adore cette phrase. Ça tombe bien parce qu'on en a plein là. Je sais plus si c'est Paul Valéry ou André Gide, mais vous trouverez vous-même, je sais plus qui. On cherchera. Et c'est complètement vrai. Et donc la créativité pour la créativité, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas dans mon domaine. Il y a des fondamentaux du jeu. Il y a une compétition. Il y a un enjeu. Et parfois la créativité, c'est-à-dire que le talent ou le geste technique non anticipable qui va surprendre, des fois il surgit, ou la performance incroyable, elle surgit parfois, mais elle surgit parfois seulement. Donc c'est plus un, pour nous, pour moi en tout cas, c'est plus un travail d'artisan que d'artiste. L'artiste il surgit des fois, mais c'est plus de l'artisanat que de l'art au départ. Ouais, je comprends. Mais c'est faire en sorte que parfois permettre à l'artiste d'émerger. On t'a
on t'a proposé de temps en temps de venir intervenir dans des entreprises, oui, de faire des conférences, des trucs. C'est arrivé, mais jamais des choses plutôt dans des petits comités de manière relativement confidentielle, mais oui. Et est-ce que lors de ces expériences, il y a eu des trucs surprenants ou des comment ils recevaient ce que tu leur racontais? J'ai du mal à... Ouais, je sais, je te demande d'extrapoler ce que les autres pouvaient. Comment déjà, est-ce que à ce moment-là, toi, t'avais le syndrome de l'imposteur ou pas? Moi maintenant, peut-être au début, mais après l'avantage de pas être tout à fait sûr de soi, puis après le trac il est normal, c'est que tu travailles en amont pour tu cadres ton truc. Voilà, pour dire te plante pas quoi. Donc fais bien les choses, te plante pas. Ne les déçois pas. Donc du coup tu travailles d'autant plus. Enfin moi je me viendrais pas l'idée d'y aller au feeling, au bagou. Donc du coup on prépare les choses. Quand on n'est pas trop sûr de soi, on prépare bien les choses. Voilà. Mais enfin tu vois, parce que en t'écoutant, etc., et c'est ce qu'on se disait là quand je t'ai accueilli, c'est mais voilà, ce gars-là il faut que je le pose face aux étudiants parce que eux ils auront plein de questions et justement comme t'as quelques heures de vol, 2-3 trucs à raconter, je pense c'est super intéressant et le parallèle il est vraiment immédiat. Alors à la fois le monde du handball est un petit monde et le fait de lire, de consommer pas mal de produits culturels, beaucoup le cinéma aussi, me permet les voyages également, me permet de sortir un peu de ce petit monde-là dans lequel je me sens un peu à l'étroit, et en même temps ce petit monde-là, et en tout cas le monde le métier d'entraîneur m'ouvre sur plein de concepts et de sujets différents. Et donc c'est de ça aussi que il y a un livre de management qui t'a particulièrement marqué? Alors je sais pas si c'est un livre de management, mais j'ai beaucoup aimé La Voix du créatif de Guillaume Lamar. On parlait de créativité et qui lui pour le coup a fait une définition exhaustive de la créativité et de cette voie vers la créativité. Je trouve ce livre brillant. Et il y en a un autre qui m'a bien secoué, c'est L'éloge du carburateur de Matthew Crawford. C'est un Américain philosophe qui avait une profession intellectuelle dans les sphères politiques et économiques, mais qui s'emmerdait. Et lui, son truc, c'était les motos. Et du jour au lendemain, il a plaqué son métier qui pour lequel il y avait du prestige et de la rémunération pour retourner faire le mécano dans un garage. Okay. Et il raconte ce processus-là et il raconte comment le fait d'utiliser ses mains, de réutiliser ses mains, l'a rendu à la fois plus heureux, mais aussi paradoxalement plus intelligent. Voilà. Et donc il a fait un essai qui est brillant autour de l'éloge du carburateur. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Okay. Écoute, je mettrai le lien là aussi dans la description. Question Miss France. Raconte-nous ta plus belle victoire. C'est quoi ta plus belle victoire? Pro, perso. Tu vois le truc où tu te dis waouh, là. Si j'avais une définition, je suis en train de meubler pour te laisser chercher. Si j'avais une définition à mettre derrière le mot victoire, c'est cet événement-là dans ma vie qui serait la plus belle victoire. Et pourquoi je parle de victoire? Je continue à meubler. Tu me fais signe que c'est bon. Parce que justement, ton métier est fait de victoires et de défaites quasiment toutes les semaines. Et donc voilà, je pense que c'est cette notion même, ça doit être quelque chose d'intéressant. Oui, alors j'ai toujours du mal à en sortir une en particulier. Chaque fois qu'on me pose cette question, j'en sors une, mais c'est jamais la même. Peut-être une victoire acquise en Coupe d'Europe à Baia Mare. C'était avec quand j'entraînais l'équipe de Metz. On était en Ligue des Champions et on va jouer là-bas avec une équipe décimée par les blessures. C'est soit on gagne et on continue la compétition, on passe au deuxième tour, soit on perd et c'est fini. Et Baia Mare, c'était un long voyage dans des conditions difficiles, dans une salle très hostile, et donc on n'était clairement pas favori pour ce match.
Et comme souvent, ça c'est une vérité qui revient souvent, comme souvent, une équipe amoindrie, décimée, se transcende. Très souvent, le fait d'être handicapé par un certain nombre d'absences pousse chacun à en faire un peu plus. Ouais. Et ça a donné un match. Ça a donné un match épique avec 4000 personnes contre nous. Où à la fin, voilà, les filles ont sorti un match extraordinaire et on s'est qualifié pour le tour suivant. Ça a été. Alors c'est pas un titre, c'est un match parmi d'autres, mais c'était un moment fort. Ouais. Ok. Tu dis quoi à tes filles aujourd'hui, justement? À mes filles? Ouais. C'est quoi le conseil que tu leur donnes? Il dit quoi, le coach, à ses enfants? Je sais pas si je leur donne beaucoup. Alors, si, mes filles sont sportives, donc je donne quelques conseils sportifs, mais, chaque semaine amène son lot de conseils ou d'encouragement. Ça va pas s'améliorer, je te confirme. Son lot de conseils, d'encouragement, de coups de pied aux fesses, mais c'est jamais les mêmes, voilà. Non, ce qui est important, c'est surtout qu'elles s'amusent à faire ce qu'elles font, qu'elles fassent ce qu'elles font parce que elles aiment l'activité, pas pour me faire plaisir ou faire plaisir à leur maman, mais qu'elles soient vraiment impliquées, engagées dans ce qu'elles font, et surtout qu'elles apprécient ce qu'elles font. Mais typiquement, si on va faire un peu de psycho, tu vas essayer de me donner un conseil. T'as un enfant qui aime pas l'école, qui se dit si tu fais quoi? Fort heureusement, c'est pas le cas. Oui, mais même moi si. Donc qu'est-ce que tu me conseilles, monsieur? Je sais pas. Après il y a plein de personnes qui réussissent sans forcément avoir été des élèves brillants ou d'accord. Voilà, il faut aussi se rappeler ça. Ce qui est important, ce qui est pas toujours évident, c'est d'avoir une passion, d'avoir des centres d'intérêt forts. Ouais. Et plutôt les pousser vers ce qui les passionne. C'est-à-dire qu'on est des êtres de désir et donc il faut aller vers ce qu'on aime, en espérant que les enfants, les tiens en l'occurrence, aient des passions ou en tout cas des centres d'intérêt un peu forts. Ouais. Bah tiens, ça m'amène à un autre truc, mais il y a des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants jeunes ou en passe d'aller vers l'âge adulte et qui vont devoir faire un choix entre je continue pour essayer de devenir joueur pro, quel que soit le sport, ou je m'arrête. Ça fait peur à un parent quel qu'il soit, parce qu'on sait pas, parce que il y a énormément d'incertitudes. Là encore, c'est quoi toi ta vision? Alors ton père il était dedans, prof de sport en plus, mais peut-être qu'il a eu cette angoisse là de se dire Jérémy se lance là-dedans, waouh, compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents là? C'est pas facile, là, hein. Moi je reste humble, je suis un humble coach, mais c'est une question difficile. Je pense que tant que l'enfant est passionné, qu'il aime ce qu'il fait, toute la difficulté c'est est-ce qu'il se lance dans ce cursus-là pour le prestige que ça va lui amener éventuellement plus tard, ou est-ce qu'il est dans ce cursus-là parce qu'il adore juste pratiquer sa discipline. Ouais. Je pense que tant qu'il aime ça, il faut qu'il continue. Voilà, c'est difficile de dire. Je pense que ça entraîne des problèmes sans doute encore plus importants après si on bride quelqu'un. C'est quelqu'un qui est passionné par exemple par la guitare et qu'on lui permet pas de jouer de la guitare, il va être malheureux. Ouais, mais entre jouer de la guitare le soir, le samedi, le dimanche, quitte à en faire beaucoup, hein, et devenir joueur de musique professionnel, c'est pas la même histoire. J'ai tendance à penser que l'engagement que tu mets dans ta discipline, le temps passé à vivre en commun, à traverser des épreuves, les succès, les échecs, ce sont des temps qui sont pas perdus. C'est des temps où on apprend à mieux se connaître, où on apprend le travail en équipe, où on est confronté à tout un tas de valeurs. Je pense que c'est pas du temps de perdu. C'est-à-dire que c'est donc du temps où tu te construis. Ouais. Voilà. Et si
au bout du cursus, la personne passe professionnelle, très bien. Mais le fait de passer professionnel ne fera pas de cette personne-là une personne supérieure aux autres. Il y a d'autres choses à construire en dehors du sport. Et si cette personne-là ne passe pas professionnelle, elle aura vécu quelque chose. Elle aurait été au bout de son ambition quelque part. Elle aura pas de regrets à avoir et elle aura sans doute construit des choses intéressantes pour la suite. Et puis là où je te rejoins, c'est que aussi on est maintenant dans des environnements pro où c'est de plus en plus poreux. C'est-à-dire que avant tu étais dans une case et tu y restais pendant 30-50 ans. Et aujourd'hui, les passerelles sont beaucoup plus nombreuses et peut-être aussi, enfin tu vois, c'est typiquement la discussion qu'on a, c'est-à-dire que les parallèles entre le sport et l'entreprise, ils sont juste évidents. C'est un peu la même chose d'ailleurs avec les militaires, c'est-à-dire que voilà, et c'est la logique de gestion des hommes, de gestion d'un projet, de gestion d'une ambition. Bah tout ça, que tu l'aies à la rigueur, c'est peut-être même plus intéressant si tu l'as vécu plutôt que si tu l'as appris sur les bancs d'une école, hein, tu vois. Ça te donne une autre saveur. Cela dit, le système français est compliqué pour ceux qui veulent, qui ont de l'ambition sur un double projet, et sportif et scolaire ou universitaire. Le système français est quand même assez compliqué pour ce type de profil. Dit monsieur le directeur du centre de formation. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas évident. Jérémy, ça fait un petit moment là qu'on est ensemble. Je vais pas te prendre trop de temps non plus. Pour tous ceux qui auraient envie de t'inviter à intervenir, etc., ou prendre contact avec toi, une fois qu'ils auront lu le bouquin, qu'ils auront écouté ce podcast, comment on te contacte le plus simple, c'est quoi? Par mail, par téléphone, ou via ma page LinkedIn. Voilà, ok. De LinkedIn, en plus sur LinkedIn, je crois qu'il y a ton email sur ta page LinkedIn, il y a ton email direct. Donc voilà, vous irez voir. Je mettrai le lien vers le profil LinkedIn de Jérémy. Tout va bien. Tu vas pas y couper les 7 dernières questions de la colle. Quel est ton mot préféré? Je sais pas. J'ai pas révisé. J'aurais dû préparer ça. Voyage. Voyage. Tu vois, c'est amusant parce que quand tu parlais, je prenais des notes, etc. Et j'ai noté le mot voyage. Alors pourquoi voyage? Parce que j'adore voyager. J'adore découvrir d'autres territoires, d'autres cultures, d'autres nourritures. J'ai besoin d'explorer. Comme t'as pu remarquer, mon parcours est assez chaotique. J'ai été amené à bouger pas mal. Ouais. Après, justement, est-ce que ça, le fait d'avoir cette ouverture au monde, d'avoir les chakras ouverts, ça fait pas un bon coach, un bon entraîneur? Je sais pas, peut-être. Après, d'être bien ancré aussi. Enfin, je suis pas sûr que ce soit un élément fondamental. Ok. C'est moi en tout cas. Ouais, déjà c'est déjà pas mal. Être soi, c'est déjà pas mal. Le mot que tu détestes? En ce moment, c'est métavers, je dirais. Ah ouais, intéressant. Ouais. Pourquoi? Moi je suis plutôt technophobe, très franchement. C'est vrai? Ouais, je me soigne un peu. Attends, t'as tout un chapitre data, etc. Oui, mais voilà, les data, c'est le nouveau nom des statistiques. Si tu veux. Oui. Voilà, c'est le nom à la mode pour désigner les statistiques. Mais métavers parce que j'aime ce qui est authentique, ce qui est vrai, quoi. En tout cas, j'ai du mal à me voir plus tard épanoui dans un monde factice. Un métaverse. Ouais. Avec un casque sur la tête. Ouais. Ok, je prends le son ou le bruit que tu aimes. Je crois tous les sons qui précèdent la projection d'un film. C'est Mediavision 4720 001. Ah ouais. Ça, Jean Mineur publicité. C'est ça. Ou le son d'Universal là qui annonce le film. Ouais, ces sons là. Ça, moi, je suis un cinéphile intégriste. Ouais. Et donc ces sons là me procurent toujours un peu de frisson. Ouais. Alors, tu sais,
Juste, il y a une image qui me vient souvent dans les films sur le sport, etc. À un moment, il y a un petit effet de style où tu vois le joueur qui se met dans une bulle et où le monde commence à disparaître autour de lui, où les sons s'estompent complètement. Ça existe pour de vrai, ça? Ouais, oui. Ce qu'on définit souvent par le flow. Alors il y en a qui, à force de travail, arrivent à se mettre dans cet état-là, mais souvent ça vient. C'est-à-dire que ce jour-là, on se sent bien, on est en réussite, la confiance. T'as 10 000 personnes autour de toi, tu les vois pas. On est vraiment dans sa bulle, ouais. Ça s'appelle le flow, ouais. Où on a l'impression que il peut rien se passer de négatif, quoi. Tout va bien. Ok. Il y a les 5 clics pour arriver au flow. Non. Okay. Bon, mais tu vois, je pense on a tous des moments effectivement comme ça. La question, c'est comment y arriver et le faire perdurer derrière. Ouais, je crois qu'on choisit pas toujours ces moments. Je crois que c'est ce qui fait un peu le charme ou la magie du phénomène, c'est que c'est pas quelque chose, on n'appuie pas sur un bouton off et on pour activer ça. Mais ça se travaille quand même. Il y a la préparation mentale peut y aider. Ouais. Le son ou le bruit que tu détestes? Le bruit de mobilette. Ouais, c'est un grand classique, ça. Ok, je prends. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Ouais, j'ai fait quelques années dans le sud-est et j'ai gardé mes couilles, voilà. Ok. Couilles, ouais. Après on va aller. Après on tombe dans le trash là. Ouais. Mais j'aime bien. Je jure assez facilement. Ouais. Bah écoute, c'est poétique au moins. Et puis avec une pointe d'accent, tu vois, il y a tout passe. Là, alors ça c'est une question qui est spécialement faite pour toi. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée dans les 700 et les brouettes qu'il y a là, c'est quoi celle que toi t'aurais aimé dire? Je vais citer celle de Johan Cruyff dans le rapport entre parfois difficile ou conflictuel entre la manière dont on joue et le résultat. Et parfois il y a des oppositions entre les ayatollahs de l'esthétisme, de la qualité de jeu, et ceux qui pensent que seul le résultat compte. Oui, ok. Mais je pense quand même que l'entraînement et le sport, c'est comment on s'y prend pour obtenir un résultat, et donc où la manière, elle est quand même fondamentale. Et donc lui, il a dit cette phrase qui pour moi est la phrase ultime, et il a dit la qualité sans résultat, c'est inutile. Le résultat sans qualité, c'est ennuyeux. Ok. Résultat sans qualité, non, il faut y réfléchir. D'accord, ok. Ok. On va laisser là-dessus. Ouais, non, vas-y. Bon, non, après je veux pas faire forcément une explication de texte, mais pour moi pour moi en tout cas ça me parle beaucoup. Je trouve ça limpide. C'est comment, évidemment que les résultats sont importants. Mais les ingrédients, la manière dont on va s'y prendre, elle prime. C'est-à-dire que le résultat, c'est la conséquence. C'est moins l'objectif que la conséquence. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec cette phrase de Deng Xiaoping qui dit qu'importe que le chat soit noir ou qu'il soit blanc, si le chat attrape la souris, c'est un bon chat. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ben voilà. Mais ça m'a permis d'avoir l'air intelligent en citant aussi des trucs. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, qu'on te souhaite la plus lointaine possible, l'entendre te dire? Bon, grâce à Dieu, je suis athée. Mais admettons. Tu vois, ça c'est une belle citation, ça. Grâce à Dieu, je suis athée. Mais admettons, t'as été digne. C'est important de pouvoir se retourner et se dire, ouais, t'assumes. Ok. Très. C'est profond comme truc. En tout cas, moi, ça me parle. Profond, j'espère pas trop chiant quand même. Hein. Non, mais écoute, de toute façon, on s'en fout là. Ceux qui ont tenu 1 heure jusque là, c'est qui t'aiment bien, tu vois, et moi aussi. Donc voilà. Jérémy, encore un grand merci du temps que tu nous as consacré.
je pense qu'il y a plein de choses à retenir, à retenir de tout ça. Rester confort dans la confort, ouais. Ça me fait penser à un autre épisode d'ailleurs de la colle avec, faudra que je le retrouve, un général, le général Desportes, Vincent Desportes, voilà, sur entrer en stratégie et notamment les mondes autour de l'incertitude. Il y a aussi un épisode avec François Casal, prof à HEC, sur la stratégie d'entreprise dans des mondes VUCA. C'est lui, François, qui était un des premiers à me parler de ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs à creuser là-dessus et voilà, c'était super intéressant de t'entendre là. Donc on souhaite plein de victoires futures au Saran Loiret handball et plein de futurs superstars issus du centre de formation. Un superstar, en tout cas des joueurs à la fois bons techniquement et bien dans leur peau. Voilà, bien dans leur basket, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jérémy, à bientôt. Merci. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.